Effectivement, ça faisait plusieurs fois que Noé, qui est youtubeur, podcasteur et plein d'autres choses, intervient dans mes débats pour essayer de montrer que j'ai tort. Et il est grand temps que je lui réponde, parce que il se trouve que moi aussi, je le trouve souvent pertinent et je l'apprécie. Salut tout le monde. Il m'avait signalé qu'il comptait le faire, et effectivement, Victor a répondu à ma dernière vidéo, et je le remercie. Alors si vous prenez cet échange en cours de route, notre débat avait trait à la notion de mérite, et justement c'est parfait que Victor m'ait répondu, puisque ça va permettre de dissiper certains malentendus. Et au-delà de ça, je n'ai jamais dit que la chance ne jouait pas de rôle dans le succès. La chance, à savoir dans quel pays on est né, dans quel milieu on est né, avec quel patrimoine génétique, évidemment que tout ça joue un rôle dans le succès. Ce que je fais avec mon discours, c'est que j'essaie de contrer ceux qui excluent le mérite comme variable qui permet d'expliquer le succès, parce que je considère que les discours anti-mérite sont néfastes. Là, Victor se méprend. Ce qui est néfaste, c'est les discours anti-effort, pas les discours anti-mérite. Et c'est là toute la nuance de ma position. Je veux encourager évidemment les gens à l'effort, tout en sortant de cette idée reçue que leurs efforts seraient imputables à leur mérite. Et vous verrez en conclusion pour quelles raisons. Ça revient à assigner les gens à résidence sociale en leur faisant miroiter le fait que leur destin dépend d'un changement de système et non de leur choix. Alors d'abord, Victor, t'as eu raison de souligner que tu ne reniais pas le facteur chance dans la réussite individuelle, parce que du coup ça montre bien que notre désaccord se place plus sur la question de savoir où se situe la jauge de ce facteur chance dans la réussite individuelle. Puisque, corrige-moi si je me trompe, de ton point de vue, la chance joue, mais les efforts, le travail et la persévérance jouent davantage. Et donc le mérite existe. Et moi de mon côté, je suis évidemment tout à fait d'accord avec toi sur l'importance du travail et des efforts. Simplement, ce que je soulignerais, c'est que même ça, c'est corrélé à une forme de chance. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a matière à discuter d'ailleurs. Parce que je pense qu'en réalité, le fond de notre désaccord s'exprime dans ce que tu expliques au début de ta vidéo, quand tu compares tes choix à ceux de Lisandre. Et surtout, j'espère que ce drama aura été aussi productif pour mon interlocuteur qu'il ne l'a été pour moi. Il a, je pense, gagné des abonnés et de la visibilité. Le problème, c'est que comme son idéologie l'empêche d'investir... Alors je vais laisser Victor poursuivre, mais je voulais attirer votre attention sur la formulation précise qu'il vient d'employer. Son idéologie l'empêche d'investir. C'est crucial ça. Et Victor, sans s'en rendre compte, vient de souligner que notre liberté est conditionnée à tout un tas de choses. Est-ce que vous pensez qu'on choisit librement son idéologie? Est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, Lisandre peut décider d'être convaincu par Thomas Sowell? Ou bien est-ce que ses convictions politiques sont le fruit de tout un tas de facteurs liés à l'éducation qu'il a reçue de ses parents, de son parcours étudiant, de ce à quoi il a été confronté au quotidien, etc. etc. C'est une question rhétorique que je pose là, hein. Comme son idéologie l'empêche d'investir, l'écart de richesse entre nous va mécaniquement grandir. J'ai bien essayé de faire marcher la redistribution en lui faisant un don de 30 €, mais si dans 10 ans je suis 10 fois, voire 100 fois plus riche que lui, vous en êtes témoin, derrière cet écart, il n'y aura pas seulement de la chance, il y aura aussi, et peut-être surtout, des choix. In fine, c'est ça la question qui fonde notre débat. Parce que pour le dire très rapidement, Victor pense que nous faisons des choix libres, et je pense que nous faisons des choix contraints. Et c'est pour ça que je parlais du lieu de naissance dans ma vidéo précédente. Mais la géographie, c'est qu'un seul facteur contraignant parmi une multitude d'autres. Patrimoine génétique, culturel, éducatif, contexte social, économique, infrastructurel. Chaque individu naît dans un contexte qui le formate et qui mathématiquement limite ses choix. Et c'est ça le déterminisme. Est-on libre de faire autre chose que ce que l'on désire? Non. Pour faire des efforts, il faut désirer faire des efforts. Et est-on libre de contrôler ses désirs? Bien sûr que non. Et pour appuyer ça, je voulais vous lire un nouvel extrait de l'Éthique, de Spinoza, sur ce même sujet. L'impuissance de l'homme à régler et à réprimer ses sentiments, je l'appelle servitude. En effet, l'homme soumis aux sentiments ne dépend pas de lui-même, mais de la fortune, au pouvoir de laquelle il se trouve, au point qu'il est souvent contraint, encore qu'il voit ce qui est meilleur pour lui, de faire cependant le pire. Il me semble que c'est limpide, et si vous pensez que Spinoza se trompe, envisagez la difficulté que c'est pour un fumeur d'arrêter la clope. La connaissance intellectuelle de ce vers quoi il faut tendre ne suffit pas à motiver des actions. La volonté, c'est un mécanisme intérieur très compliqué qui a des causes multiples liées à ce que j'évoquais plus tôt. L'éducation qu'on a reçue, le patrimoine génétique qu'on a reçu, les circonstances dans lesquelles on évolue, et moi c'est ça le message que je porte. Mais j'aimerais aussi clarifier autre chose, parce que Victor reproche aussi bien à Lisandre qu'à moi d'être dans un discours démoralisant vis-à-vis de notre public, voire même d'être dans une forme de démagogie ou de ressentiment. Eh bien, ce genre de discours,
discours ne sert pas l'intérêt du public. C'est beaucoup plus utile de se demander d'où vient leur succès, d'où viennent leurs richesses, d'être ouvert à ce qu'ils ont fait de bien plutôt que de s'enfermer dans le ressentiment. Ce genre de discours que tient mon interlocuteur, ça repose sur le pathos, ça repose sur l'indignation. Mais Victor, là il y a un malentendu, parce que tu pars du principe que mon discours ne s'adresse qu'aux gens qui seraient, entre guillemets, en bas de l'échelle, les laissés pour compte de la méritocratie. Mais c'est pas le cas. Mon objectif, et c'est pour ça que j'ai conclu ma vidéo précédente sur la notion spinozienne de l'orgueil, c'est de pousser ceux qui ont réussi et qui croient dur comme fer qu'ils se sont faits tout seuls, à envisager qu'ils ont aussi une belle part de chance. C'est pour ça que j'ai précisé à plusieurs reprises que j'étais pas allergique à l'entrepreneuriat ou au fait que les gens aspirent à devenir riches. Simplement, je considère que parce que les gens qui réussissent le font en vertu d'infrastructures construites par la collectivité, alors leurs succès sont le fruit du travail de la collectivité. Et c'est pour ça que je parlais des routes, des voies postales et ferroviaires qui ont permis la réussite d'Amazon. Et c'est pour ça que je trouve que l'évasion, ou même sa cousine légale, l'optimisation fiscale, me semble être discutable. Parce que implicitement, c'est une façon de refuser de jouer collectif. Alors qu'encore une fois, une entreprise aussi performante qu'Amazon n'a pas réussi ex nihilo. Elle a bénéficié du fruit du travail de la collectivité. Et sur ce point des grandes fortunes comme celle de Bezos, je voulais dissiper un second malentendu. Et en l'occurrence, quand on regarde cette liste, c'est une liste d'entrepreneurs, c'est une liste de gens qui ont eu une bonne idée, qui ont su la faire fructifier et qui se sont enrichis immensément parce qu'ils possédaient des actions de leur entreprise. Et que cette entreprise, ils ont su bien la gérer, ils ont su la porter. Alors encore une fois, moi je nie pas que ces personnalités ont su se montrer innovantes et persévérantes à l'extrême, et ça c'est très bien. Moi je réfute le mythe du self-made man, et donc je veux relativiser leurs mérites, pas leurs efforts. Et si tout le monde ne peut pas créer une entreprise, tout le monde aurait pu participer à leur succès en achetant leurs actions au bon moment. Non Victor, tout le monde n'aurait pas pu acheter les actions de ces entreprises. Et là encore, on en revient à la question des déterminismes. Pour acheter des actions, il suffit pas de claquer des doigts, il faut avoir une appétence, au sens spinozien du terme, pour ce genre de choses. Et tu peux pas reprocher à des gens qui ont pas de compréhension ou d'intérêt pour les investissements boursiers de ne pas y participer. Puis encore une fois, tu te méprends sur mes intentions, mon objectif quand je monte cette liste, c'est pas de faire de la démagogie ou d'être dans le ressentiment. Non, mon objectif en montrant ce classement, c'est de poser une question sincère. Veut-on d'un modèle de société où ce sont des individus, et non pas des institutions, qui parviennent à de tels degrés de puissance financière? Et en ce sens, ça rejoint le thème d'une vidéo que j'avais publiée il y a quelques mois, quand je m'interrogeais sur le fait que la conquête spatiale soit de plus en plus une affaire privée. Et j'ai pas nécessairement de réponse à ça, mais ça me pose question et je pense qu'on devrait collectivement réfléchir à ça. Bon, après ça, je voudrais revenir un peu sur le travail de Daniel Markovits, parce que dans ma vidéo précédente, je vous en avais lu un très court extrait qui a semblé très abstrait à Victor. Et c'est sans doute ma faute parce que j'ai pris une page qui a effectivement un aspect un peu pamphlétaire, et ça a pas plu à Victor. Mais en réalité, son livre, il représente un gros travail, c'est appuyé par tout un tas de données, et je vais y venir dans un instant, mais avant j'aimerais répondre à ce point-ci. Là, il me semble que c'est difficile d'être autant à côté de la plaque. Si les gens ne méritent pas leur statut, c'est normal d'être en colère. Mais quand les gens ne méritent pas leur statut, c'est une oligarchie, comme par exemple dans un pays communiste. Mais si les gens ont conquis leur place par le mérite, précisément, ça devrait être des modèles dont on peut s'inspirer, et pas des boucs émissaires. Alors là, Victor, c'est toi qui as pas bien compris le propos de Markovits, et par extension le mien, je pense. Ce que dit Markovits ici, c'est pas que le principe de la méritocratie est une mauvaise idée en soi. Si c'était réel, ce serait très bien. Ce qu'il dit, c'est que c'est inatteignable, et que donc ce qu'on appelle des méritocraties ne le sont pas réellement. Et là-dessus, j'attire votre attention sur ces chiffres, fournis en annexe par Markovits dans son livre, donc Le piège de la méritocratie, dans lesquels il compare l'investissement parental dans l'éducation des enfants aux États-Unis, en fonction de leur origine sociale. On y voit des écarts considérables entre l'élite et la classe moyenne. Et j'attire en particulier votre attention sur le deuxième graphe, où Markovits calcule combien cet investissement éducatif représenterait en termes d'héritage, s'il était épargné et placé puis légué. Et ça permet de réaliser que bah oui, être né dans l'élite, même si elle fonctionne plus de la même façon que l'aristocratie d'antan, ça représente un avantage absolument énorme. Et ça va être difficile à nier au regard de ces chiffres. Là, c'est pareil, c'est une grosse erreur d'appréciation. Ce qui alimente les conflits sociaux, c'est l'analyse des inégalités selon une grille déterministe, selon la grille de la lutte des classes. Non, Victor, ce qui alimente les conflits sociaux, c'est ce discours méritocratique qui implicitement dit aux gens « si vous ne réussissez pas, c'est de votre faute. Vous êtes pauvre parce que vous n'êtes pas assez travailleur, vous êtes pauvre parce que vous n'êtes pas assez méritant. » Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Moi, je pense que si aujourd'hui, t'es sur Twitter, tu suis les tendances, t'es un peu intelligent, débrouillard, t'as un ordinateur avec une connexion et un peu d'argent de côté ou potentiellement tes parents qui peuvent t'héberger pendant genre 1 ou 2 ans, t'es vraiment une merde si t'es pas millionnaire, en fait. Non, c'est abusé. Non, c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. De pas faire des thunes sur Internet en 2022 quand même. Non, c'est très très grave. C'est très très grave. C'est très très grave. C'est très très grave. Soyons réalistes. Ça, c'est d'une violence extrême. Et puisque tu m'as légitimement reproché de pas assez appuyer le discours de Markovits par des faits, je m'en vais t'en donner quelques-uns. Ça, ce sont des graphes et des études utilisées par Markovits pour appuyer son propos.
Je vous mettrai un lien vers ce PDF dans la description. Alors ce graphe par exemple, il montre qu'au sein de la tranche des 90% inférieure de l'échelle des revenus, la consommation et surtout les dettes n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, alors que les revenus étaient parfois stagnants, voire même ces derniers temps sur le déclin. Et puis il y a aussi ce graphe-là qui montre l'évolution des tendances pour une génération d'enfants à gagner plus ou moins que leurs parents. Et on y voit clairement que pour les enfants nés en 1980, dès lors que leurs parents sont issus de la classe moyenne, leurs chances de progresser en termes de revenus par rapport à eux sont extrêmement minces. Et donc évidemment, tu peux dénigrer l'appel au biais des survivants, mais il n'empêche qu'un fait isolé n'est pas représentatif d'une réalité sociétale. Et quand on regarde les chiffres fournis par Markowitz, on voit qu'effectivement, la mobilité sociale n'a pas le vent en poupe. Et c'est juste 2 exemples parmi d'autres. Lisez le bouquin de Markowitz, il est très intéressant, notamment parce qu'il fait la corrélation entre santé mentale et méritocratie, et à tous les niveaux. En lisant son livre, vous verrez que même au sein des élites, le discours méritocratique a des effets pervers mesurables. Bien sûr, vous pourrez me répondre que c'est une simple corrélation et que ça prouve pas qu'il y a un lien de cause à effet entre méritocratie et détresse psychologique. Le truc, c'est que ce type d'observation, on les fait depuis très longtemps en fait. Markowitz, c'est pas le premier. Et Émile Durkheim, sociologue français bien connu du 19e siècle, il avait déjà observé des phénomènes similaires en son temps. Dans son livre Le Suicide, paru en 1897, Durkheim y remarquait que l'industrialisation d'un pays était corrélée avec une augmentation drastique du taux de suicide. Et surtout, il observait que les sociétés européennes les plus développées de l'époque avaient les taux de suicide les plus hauts. Et il imputait ça à tout un tas de choses, mais notamment l'idéologie, en particulier protestante. Et là, on retombe un peu sur nos pattes et on revient sur la question de la liberté et de la responsabilité individuelle. Et finalement, on rejoint le thème de la vidéo d'Antoine Goya à propos de Baptiste Marchais. Et pour aller plus loin dans cette idée d'égalité, j'ai envie de vous parler de Tocqueville, dont j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est dans De la démocratie en Amérique. Il y a ce petit passage que j'aime beaucoup, que je ressors à chaque fois, c'est sur la différence entre le protestantisme et le catholicisme. En matière de dogme, le catholicisme place le même niveau sur toutes les intelligences. Il astreint aux détails des mêmes croyances, le savant ainsi que l'ignorant, l'homme de génie aussi bien que le vulgaire. Il impose les mêmes pratiques aux riches comme aux pauvres, inflige les mêmes austérités aux puissants comme aux faibles. Il ne compose avec aucun mortel et, appliquant à chacun des humains la même mesure, il aime à confondre toutes les classes de la société au pied du même autel, comme elles sont confondues aux yeux de Dieu. Si le catholicisme dispose les fidèles à l'obéissance, il ne les prépare donc pas à l'inégalité. Je dirais le contraire du protestantisme qui, en général, porte les hommes bien moins vers l'égalité que vers l'indépendance. Et donc en fait on se rend compte que Bricomarchais, avec son délire de oui bon tu vois, y a ceux qui réussissent, il y a les forts, il y a les puissants et tout, et puis il y a les faibles, moi, mes ancêtres et moi-même nous sommes des forts. Tout ça en fait semble ressembler à une dérive calviniste. Mais pour conclure, moi je voudrais clarifier encore une fois que mon propos c'est pas de dire le marché c'est mal, les efforts c'est mal. Non, mon propos il vise plutôt à souligner l'aspect néfaste du discours méritocratique. Parce que oui, quand on dit aux gens qui ont réussi, qui méritent leur succès, implicitement, ou parfois même explicitement, ce qu'on dit aux gens qui ont échoué, c'est qu'ils méritent leurs échecs. Et c'est ce discours qui provoque des pics dans les taux de dépression, de suicide ou d'autres formes d'autodestruction comme les addictions aux drogues ou à la junk food. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard si un pays méritocratique comme les États-Unis ont de tels taux d'obésité et de diabète ? Pas moi. Et ça c'est important de le rappeler parce que Victor impute à la position anti-méritocratique qu'elle est éthiquement discutable. Mais au regard de ce que j'évoque, il me semble que les conséquences du discours méritocratique, elles sont pas tout le temps très reluisantes non plus. Et pour m'adresser directement à toi à nouveau Victor, je sais bien que la raison pour laquelle tu portes ce discours, c'est par volonté d'aider ton audience à avoir une plus belle vie. Et ça c'est tout à fait louable. Mais ce que moi j'aimerais te faire voir, c'est que ce discours méritocratique, il a nécessairement une face sombre auprès de ceux qui échouent. Et moi c'est de ça que je veux protéger mes frères et mes sœurs.